enchantée tout le monde, pour celles que je ne connais pas encore. Merci à l'association OL Schmuel de m'avoir invitée. Et ce soir, voilà, on va aborder un sujet brûlant. Un sujet qui nous concerne à tous en tant qu'être humain, peu importe qu'on soit d'ailleurs une femme, un homme, un enfant, un adulte, une personne de 20 ans, une personne de 30 ans, une personne plus âgée. On est tous concernés par le regard de l'autre. Ils pèsent plus ou moins lourd selon justement je dirais presque notre construction intérieure. Et ce que je vais vous donner ce soir, justement, c'est des outils pour le dépasser. Parce que oui, se libérer du regard de l'autre peut nous permettre de vraiment aller vers un mieux-être, peut nous permettre de nous épanouir. Et c'est souvent un frein à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre liberté, j'ai envie de dire, d'expression. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, ce soir, je vais vous donner des éléments, déjà pour vous aider à identifier justement si vous êtes un peu trop, je dirais, victime, dépendante du regard de l'autre, et de vous donner bien sûr des solutions pour en sortir. Donc, il y a pas mal d'informations que je vais vous donner. Et c'est vrai qu'on est une génération aussi, je tiens à souligner, où on reçoit au prochain beaucoup d'informations. La chose la plus importante à retenir, c'est d'appliquer ce que vous, même si vous retenez du cours, peut-être, je ne sais pas, 1 ou 2 informations, mais que vous les mettez en application, sachez que vous aurez tout gagné. Même si, voilà, là, je vais vous dire beaucoup d'éléments, mais que vous ne mettez pas tout en application, c'est pas grave du moment qu'au moins 1 ou 2, ou 1 ou 2 éléments que vous entendez, vous les mettez en application, vous aurez vraiment gagné quelque chose. Maintenant, comment se définit le regard, le titre, c'est se libérer du regard de l'autre, mais l'inverse, ça se définit par la peur du jugement d'autrui. C'est-à-dire que le regard de l'autre, parfois, nous pèse lourd, et c'est un mécanisme psychologique naturel et universel. Ça affecte les personnes, autant les personnes timides que les personnes qui ont l'air extraverties. Alors, la peur du jugement d'autrui, voilà, c'est un mécanisme naturel, universel, et ça affecte aussi bien les personnes timides que les moins timides. Même celles que vous voyez extraverties, vous avez peut-être l'impression, en les regardant, vous dites « Oh là là, quelle chance, cette personne, elle est à l'aise, ah, ça me fait du bien, j'aimerais tellement être comme elle, comment elle y arrive ?» Mais sachez que même la personne extravertie, elle vit aussi le regard de l'autre. On est tous finalement à la même enseigne. Il y a une autre personne qui entend après ce que je vois. C'est ça? Oui, mais si j'entends, ça prouve que le problème vient des personnes, à mon avis. Donc, peut-être qu'il faut se déconnecter et se reconnecter. D'accord. Sinon, je n'entendrai pas non plus. Non, vous entendez bien les autres? Quelqu'un peut me faire un petit pouce? Judith? Ouais. Non, apparemment, c'est vous. La plupart entendent? C'est bon aussi. Merci. Donc maintenant, pour commencer, on va se poser les bonnes questions, d'accord, pour pouvoir avancer. Pourquoi, dès qu'autrui est là, j'ai conscience de son regard? Pourquoi un individu redoute-t-il tellement et naturellement le jugement de l'autre? Comment on explique l'existence de ce mécanisme psychologique dans la nature humaine? Il est important tout de même de retenir qu'aussi compliqué que ce soit de devoir porter le regard des autres sur soi, il y a tout de même une raison. Parce qu'il y a quand même du positif là-dedans, en fait. Là, on va quand même détailler en quoi ça représente un frein, mais je voudrais quand même commencer par le positif. Grâce, en fait, au fait qu'on vit en communauté et qu'on est les uns avec les autres et qu'on aime quand même bien se faire voir, et on va étudier le pourquoi, eh bien, ça nous aide à contrôler nos pulsions, nos envies soudaines, et ça nous permet de se respecter les uns les autres. Imaginez quelqu'un qui n'a aucun problème en fait à être complètement lui-même malgré les autres, eh bien ça peut poser de graves problèmes en société. D'accord? Donc, on ne respecterait plus les normes sociales, on serait irrespectueux des codes culturels de notre environnement et ça poserait vraiment un sérieux souci dans la société. L'existence inhérente en chaque individu d'une forme de sensibilité au jugement social semble donc être une condition de l'harmonie sociale et nécessaire à un principe de cohésion sociale au sein de la société. En gros, la conscience du regard de l'autre, si je devais simplifier, me contraint inconsciemment à respecter les codes culturels et moraux de la communauté dans laquelle j'ai vis.
D'accord? Donc, ça a quand même du positif. On ne veut pas, là, le but de ce shiur de secours, ce n'est pas d'éliminer complètement, de se dire oui, je me lâche complètement, je suis beaucoup trop introvertie, j'en peux plus, je suis trop victime du regard de l'autre, j'en souffre trop, je voudrais enlever toutes les barrières. Non, le but, ce n'est pas d'enlever toutes les barrières, c'est juste vraiment l'objectif, c'est de minimiser l'impact du regard sur des autres sur nous, afin d'autoriser ce nous-mêmes bien caché au fond de notre caverne, de sortir de son hibernation et de nous exprimer avec beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de fluidité. Parce que c'est bon pour l'estime de soi, ça nous alimente en estime de soi. Et il ne s'agit pas de gonfler notre ego jusqu'à ce que nous soyons persuadés que nous pouvons faire absolument tout ce qui nous plaît sans nous préoccuper des autres, de nos semblables. Bien sûr que non. Mais justement, la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Et il est important de savoir aussi que la peur du regard de l'autre, poussée à l'extrême, peut nous amener à ce qu'on appelle en psychologie la phobie sociale ou encore l'anxiété sociale, c'est-à-dire que on va retrouver des personnes qui ne vont pas réussir à parler, même pas en public, même arriver dans un restaurant où il y a des amis, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas y aller, ils vont être dans l'évitement sans arrêt. En fait, c'est un mécanisme psychologique qui est lié à la peur du jugement social et comme déréguler trop facilement, trop ultra sensible. C'est comme si on avait une alarme interne, d'accord? On a tous un petit peu comme ça une appréhension face aux autres. On a tous quelque part cette envie, ce besoin même de plaire parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se sentir aimé. Profondément, c'est intrinsèque, c'est en nous. On a besoin de sentir l'amour de l'autre pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Et donc, on a toujours cette petite appréhension, même la personne la plus à l'aise avec elle-même aura toujours un petit, un petit sentiment de est-ce que je vais plaire, d'accord? D'ailleurs, vous voyez bien, même les chanteurs très connus, les stars, je sais pas, quand ils font un spectacle et vous disent ça fait 20 ans qu'ils chantent, c'est un artiste reconnu et connu mondialement. Bon, ben, il devrait être à l'aise quand il fait un spectacle, après tout. Il devrait vraiment se sentir bien parce qu'il sait qu'il est aimé. Et non, à chaque fois, on parle du trac. Il y a le trac, c'est-à-dire qu'il y a quand même un stress. Pourtant, la personne est censée se dire bon, ben, ça va, je sais ce que je vaux. Non, on ne sait jamais complètement ce qu'on vaut et ça a toujours besoin d'être réalimenté. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que peu importe le vécu et peu importe la personne, même si elle a l'air très aimée de l'extérieur, à l'intérieur, il y a toujours cette petite appréhension. Mais encore, ça, c'est encore dans la normalité maintenant, puisque la personne y arrive. Mais poussé à l'extrême, il y a des gens qui n'arrivent pas. Vous avez, j'imagine, plus ou moins entendu parler de la phobie sociale. C'est vraiment des personnes qui ressentent une gêne immense, vraiment incommensurable, je dirais même insurmontable. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces symptômes chez les personnes anxieuses et phobiques sociales qui vont avoir une peur excessive, qui vont avoir peur de téléphoner en présence de quelqu'un d'autre, de travailler, d'écrire, d'effectuer une tâche en étant observé, de prendre la parole en public, de parler de soi-même, d'aller à une soirée, de manger avec des collègues. Et ça peut être un énorme handicap dans la vie. Alors, bien sûr, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est mon devoir de le mentionner, d'accord? Mais nous, on va parler plus de ce qui se passe au niveau de la moyenne de l'individu, de la plupart d'entre nous, parce que là, c'est quand même un cas particulier. Mais on va regarder de façon générale, d'accord? Donc, le regard des autres, on va voir ensemble, plus on va comprendre l'origine de la peur et de ses conséquences, plus on va faire des pas vers le mieux-être. Une fois que vous avez cerné l'origine de votre peur du regard des autres, parce que même si on le ressent tous quelque part, il vient plus ou moins tous, d'une provenance différente. Donc, vous pouvez vous attaquer au problème à la racine et commencer à effectuer le travail adéquat pour vous en libérer. Donc, on va en voir ensemble quelques-unes de raisons qui pourraient expliquer plutôt ce comportement où j'ai plutôt tendance à me rétracter, ce comportement où j'ai plutôt tendance à avoir peur, mais vraiment des autres ou à ne pas me sentir à l'aise. Et en fonction de ça, je vais pouvoir mieux m'en libérer. D'accord? C'est un peu la façon de trouver la clé de ma propre prison. Si je ne trouve pas la clé, je ne peux pas ouvrir la porte. Donc, c'est un peu l'idée. Dans les conséquences de la peur du regard des autres, c'est une crainte du jugement qui peut avoir des incidences plus ou moins lourdes dans les sphères personnelles, professionnelles et sociales, comme ça peut générer des complexes physiques, des styles vestimentaires par défaut, par exemple une jeune fille qui va s'habiller beaucoup en noir parce que ça cache les formes, parce qu'elle se trouve, sinon elle trouve qu'on va trop s'ébrouler, ou qui va faire 30 degrés dehors, j'en ai vu une comme ça aujourd'hui, 30 degrés dehors et elle se met une veste super chaude, on dit mais
mets-toi à l'aise, mets-toi un t-shirt manchon, bien sûr, mais mets-toi à l'aise, il fait super chaud. Ah non, 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 on va voir mes bourrelets, je ne veux surtout pas. Donc, elle ne veut pas se faire rejeter par le groupe. Donc, pour ne pas se faire remarquer, elle va se surcouvrir. Elle va avoir une personne qui a un choix de vie en décalage avec ses besoins et ses valeurs. Elle va rester, par exemple, dans une situation qui ne convient pas au niveau professionnel ou familial ou même en couple, inconfortable et qui ne la satisfait pas parce qu'elle a peur d'être, en fait. Elle a peur du regard de l'autre. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas oser s'affirmer, puis ils vont avoir des difficultés à parler, à dire non. On va le voir plus en détail. Et en fait, ça cause un comportement en décalage avec le vrai soi. On n'arrive plus à rire, on n'arrive plus à être détendu, on se sent toujours sous pression, on recherche la perfection et on ne se permet pas d'être soi-même. Alors soi-même, c'est déjà l'imperfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et en fait, c'est comme si on était persuadé que si on n'était pas parfait, on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas être, on ne pouvait pas exister. Et évidemment, ça nous enferme, en fait, ça nous intériorise complètement et ça fait qu'on se met des masques sans arrêt. Donc ça nous rend beaucoup moins naturel et forcément, ça peut que impacter nos relations. Alors, ça dépend évidemment du vécu de chacun, mais c'est aussi symptomatique d'un manque d'estime de soi, d'un manque aussi de confiance en soi. La peur du regard des autres peut être véritablement un frein à l'épanouissement personnel, comme je vous l'ai dit plus haut. D'accord ? Mais je ne le répéterai jamais assez parce que c'est vraiment une réalité. Et ça peut vraiment avoir de lourdes conséquences. Alors, comment on fait pour ne plus être influencé par les jugements extérieurs ? Le fameux regard des autres n'est-il pas finalement le reflet du regard que nous portons à nous-mêmes, et c'est ce qu'on verra aussi. Comprendre le regard des autres et la peur qu'il suscite est un premier pas vers une plus grande liberté. Alors, d'où ça peut venir ? On va revenir à cette question. D'où ça peut venir cette peur, cette peur de s'exprimer, cette peur du jugement de l'autre ? Souvent, elle trouve son origine dans l'environnement familial. Un enfant élevé par des parents timides ou préoccupés par le qu'en dira-t-on a des chances de reproduire ce schéma. J'avais une patiente qui était magnifique, vraiment, sur tous les points de vue. Elle était jolie, intelligente, elle avait réussi bien ses études, elle avait un super métier et elle n'arrivait pas à se marier. Et quand on a creusé, vraiment aucun défaut, on a tous des défauts, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que c'était un bon parti. Il n'y avait pas de choses qui pouvaient empêcher, on ne comprenait pas, et surtout qu'elle avait beaucoup de propositions. Et ça ne fonctionnait jamais. Et quand on a creusé, finalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'elle était exigeante, d'accord, mais surtout, elle avait très peur de ce que ses parents allaient dire, de ce que ses parents allaient penser, de ce qu'on dirait, de ce que les gens allaient dire. Et parfois, elle accrochait avec le garçon, elle disait oui, il est pas mal et tout. Mais attends, il a ce défaut. Et si ça apparaît, tout le monde va dire que, et tout le monde va dire que, elle se marie qu'à 35 ans, alors qu'elle avait vraiment toute la potentialité de se marier beaucoup plus jeune. Mais ce qu'en dira-t-on l'a bloquée complètement. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas sa vie en fonction d'elle-même. Elle faisait sa vie en fonction de ce qu'on va penser d'elle, de ce qu'on va s'imaginer de sa vie, de ce qu'on va penser. Quoi. Et vous vous rendez compte à quel point la conséquence est lourde, puisque finalement, elle a perdu quand même des années de vie de femme mariée, de maman, tout ça. Donc, c'est pour montrer que le qu'en dira-t-on peut peser très, très lourd dans notre esprit. Maintenant, quand un enfant est élevé dans cette atmosphère-là, l'inconscient a alors enregistré que le regard des autres était important et la personne devenue adulte agira donc inconsciemment en conséquence. Elle continue sur le même terrain, elle continue sur le même schéma. D'accord ? Par exemple, quand je vous parle de cette jeune fille, la thérapie a consisté justement à se libérer de ces schémas mauvais pour elle, ces schémas néfastes qui allaient à l'encontre de son bonheur. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de faire la part des choses, de voir ses vraies valeurs, ses vrais besoins, ce qui vraiment l'attirait chez un garçon, et peu importe, se détacher du regard de l'autre forcément. Et de sortir, en fait, ça devient l'esclavage à la fin. C'est-à-dire qu'on ne se permet jamais d'être soi, on est toujours en fonction de l'autre. Alors, on ne pourra jamais plaire à tout le monde, et je vais bien vous le détailler ensuite. Bref, l'estime de soi peut aussi être mise à mal par une blessure ou un traumatisme vécu pendant l'enfance. La remarque malheureuse d'un enseignant, les moqueries des autres enfants dans la cour de récréation, il y a énormément d'harcèlement à l'école, d'harcèlement moral. Donc, ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, ça peut être autant de facteurs qui vont amener l'individu à fuir de manière inconsciente ce traumatisme et agir en évitant de revivre cette souffrance. D'ailleurs, les gens qui ont la phobie sociale ont très souvent vécu de l'harcèlement scolaire à l'école. Scolaire à l'école, je crois que c'est un peu naze, mais c'est-à-dire de l'harcèlement scolaire. Ils l'ont souvent vécu et donc du coup, ils traînent encore ce package avec eux
la valise est encore très, très lourde. Et même si après, ils sont sortis de l'école et qu'ils n'ont plus des enfants qui sont en train de les matraquer psychologiquement, eh bien, ils vont continuer sur ce terrain. C'est-à-dire qu'ils vont grandir, mais ils sont toujours traumatisés, donc ils ont toujours peur. Donc, ils ont du mal à trouver un boulot. Et puis, quand ils en trouvent, ils se sentent tout le temps dans la peur de retrouver ce qu'ils ont, la souffrance qu'ils ont vécue. Et donc, ça les enferme encore et encore. Donc ça peut être une des raisons. Deuxième raison, la dépendance affective et la peur du rejet. Un enfant élevé par des parents très autoritaires, ou ayant de grosses exigences de réussite scolaire, par exemple. J'ai donné un cours là-dessus, parce qu'effectivement, on est assez concerné par le sujet. Nous, on veut que nos enfants réussissent, on veut leur bien, mais parfois, ça peut un peu les brimer, dans le sens où ça peut développer la croyance que pour être aimé, il faut satisfaire les exigences de leurs parents sur la réussite. C'est-à-dire que l'enfant ne voit plus sa réussite pour sa réussite, il voit sa réussite pour faire plaisir à ses parents. Parce qu'il faut plaire. Parce que quand il a une bonne note, on lui offre un cadeau, on le chérit, on lui dit « Mon amour, je t'adore, je suis trop fière de toi ». Mais quand il n'a pas un cadeau, d'accord, quand il n'a pas une bonne note, on ne lui offre pas tout ça, on n'est pas aussi chaleureux, on n'est pas aussi mignon avec lui. Du coup, l'enfant, il se sent rejeté et il a peur du rejet. Donc, il va tout faire pour être un bon élève, il va peut-être y arriver. La seule chose, c'est qu'il est en angoisse constante. D'ailleurs, j'ai eu un patient comme ça. À 28 ans, il a fait un énorme burn-out où, justement, il était complètement perturbé. À chaque fois qu'il rentrait en chido, lui aussi, il avait des difficultés à se marier parce qu'à chaque fois qu'il rentrait en chidour, il se sentait extrêmement jugé. Il se disait, ça, elle va regarder si je suis… il était encore dans les études. Si j'y arrive dans mes études, si j'ai un bon métier, elle va me juger là-dessus. Et si elle voit qu'en fait, j'aime pas trop les études que je fais, parce qu'il était bon, parce qu'il se battait, mais il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas les études, en tout cas, dans lesquelles il était engagé. Il disait, elle va remarquer, elle va plus m'aimer, elle va me quitter. Et du coup, il n'arrivait pas et il est tombé en dépression. L'idée, c'est qu'en fait, quand on a creusé dans son enfance, ses parents avaient en tout cas, c'est comme ça qu'il a ressenti, qu'il a vécu, une grande exigence au niveau des études. Et du coup, lui, il avait l'impression que sa future femme, le regarderait aussi de la même façon que sa maman. Mais non, sa maman, en fait, elle l'aimait énormément, elle voulait que son bien. Et c'est ça qu'on a changé aussi, l'approche qu'il avait, la façon qu'il avait de regarder c'était elle ne m'aime que si je suis bon à l'école. Alors que sa mère, c'était pas du tout ça, évidemment. C'était je t'aime, mais pour ton bien, je veux que tu réussisses dans la vie, je veux que tu aies un métier que tu aimes, je veux que tu t'épanouisses, que tu sois à l'aise financièrement, ainsi de suite. Mais c'était pour ton bien. Et dans son esprit d'enfant, il avait mal interprété et il avait fait de l'anxiété déjà enfant. C'est-à-dire que même enfant, il rentrait de l'école, il me racontait, il rentrait de l'école, il disait à sa maman, voilà, alors j'ai eu ça aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai ça. Et elle n'avait même pas le temps de parler, il déballait tout comme ça sur les notes, sur l'école, sur tout ça. Et finalement, ça l'a poursuivi bien plus tard. Donc, il avait cette peur du rejet qu'il portait en lui. Et finalement, ça s'est transformé en la peur du regard de l'autre. Là, en l'occurrence, c'était la peur de la future femme qu'il allait rencontrer. Donc, par peur d'être rejetée, la personne devenue adulte risque d'entrer dans une mécanique de dépendance affective. Elle n'a pas appris à se faire confiance et pour se sentir aimée, elle fera tout pour obtenir, mais absolument tout, pour obtenir l'approbation des autres, quitte à renier ses propres besoins et ses propres valeurs. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un drame parce qu'on est en train de se perdre. Du coup, on n'est plus jamais nous-mêmes. On est tout le temps en train de se mettre dans un moule pour faire plaisir aux autres, pour se faire aimer des autres. Le comble de cette histoire, c'est que quand on fait tout pour se faire aimer des autres, ça se ressent. Et du coup, on a l'impression tout le temps que la personne, elle n'est pas elle-même. Et on ne la sent pas. Vous voyez ce sentiment comme ça de j'ai l'impression qu'elle m'échappe, la personne, je ne sais pas qui elle est. Mais parce qu'elle-même ne sait pas qui elle est, elle se perd. Elle fait tout pour me faire plaisir, c'est gentil. D'ailleurs, j'en ai des couples comme ça où je pense notamment à un couple où la femme me disait mais il est très gentil. Mon mari, tout le monde dira de lui que c'est un amour. Mais justement, il est trop gentil, j'en peux plus, je ne sais pas ce qu'il pense. Il fait tout pour aller dans mon sens, mais je ne veux pas qu'il aille forcément dans mon sens. Moi-même, je veux qu'il s'exprime, je veux qu'il dise oui, je veux qu'il dise non quand ça ne lui plaît pas, pour ne pas dire autre chose. J'ai envie qu'il s'exprime. Et même si ça fait mal, mais au moins c'est lui, je sais où il en est. Que là, des fois, il me ment parce qu'il ne veut pas me déplaire. Et parce que... Et moi, je ne sais plus sur quel pied danser. C'est très perturbant. D'accord. Donc, l'idée, c'est voilà, quand on a été finalement trop traumatisé, peut-être dans l'enfance, et ça pose des grosses conséquences dans le futur. Donc, c'est bon d'en prendre conscience
pour pouvoir justement s'en défaire et comprendre que finalement, la peur que j'ai du regard de l'autre ne s'inscrit pas forcément aujourd'hui à l'instant T, mais bien avant déjà. C'est devenu déjà de beaucoup plus loin et je dois apprendre à m'en détacher. Alors parfois, c'est dur de le faire seul, hein, c'est sûr, on n'arrive pas. En fait, imaginons, vous faites une photo comme ça de recul avec tout ce que vous avez vécu dans votre enfance et vous revoyez les choses avec un regard d'adulte, alors que depuis des années, vous portez en vous, enfin, c'est le regard de l'enfant qui regarde cette photo avec son interprétation d'enfant et donc qui est forcément erroné. Et du coup, ça vous poursuit et du coup, vous êtes encore paralysé par le regard de l'autre, le jugement de l'autre. Vous cachez en fait à l'intérieur et vous exprimez vraiment jamais, enfin pas assez. Et vous vous sentez étouffé, vous avez forcément des conséquences, vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas bien, votre vie, vous avez l'impression qu'elle ne vous correspond plus ou pas. Et c'est trop lourd à porter. Et là, effectivement, si vous ressentez tout ça, il ne faut pas hésiter à consulter. Non, ce n'est pas un problème irrésoluble, mais il faut s'en occuper tout simplement. Et ça vous permettra de redémarrer. C'est une renaissance. Les mecs, c'est une géoula même. C'est incroyable ce que ça apporte. Enfin, aisément, on peut s'imaginer, je pense, à l'unir de ce que je vous dis. Maintenant, la société de l'image aussi. On vit dans une société d'image. C'est-à-dire que à toutes les générations, il y avait des comparaisons, évidemment. Il y avait le voisin, il y avait l'ami, il y avait évidemment les frères et sœurs. Enfin, la comparaison est très présente chez l'être humain. Mais elle est accentuée par la société dans laquelle nous vivons. En ce moment, on est victime de l'image, victime de tous ces réseaux sociaux où effectivement chacun choisit de montrer ce qu'il a envie de montrer. Évidemment, il ne va pas se montrer en train de pleurer. En général, il va montrer la meilleure image de lui-même. Et donc, pour celui qui regarde, ça peut être une agression si lui-même est déjà fragile en plus. Et même celui qui est quand même pas si fragile que ça peut, on a toujours des hauts et des bas dans la vie et ça peut nous toucher et se dire regarde, lui il part en vacances et puis nous non. Là par exemple, en Israël on était en confinement, en France vous n'étiez pas, puis ensuite ça s'est inversé et du coup chacun peut se regarder et dire oh la chance, oh la galère, oh là là. Bon. Et en fait ça peut nous assombrir et puis ça peut nous pousser dans nos retranchements, ou nous dire je suis pas à la hauteur. Oh regarde elle, on était ensemble en classe jusqu'à nos 15 ans, et puis maintenant elle est, je sais pas, cadre de je sais pas quoi, puis elle a déjà 5 enfants, et puis moi j'en ai même pas un. Oh non mais c'est pas juste, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là évidemment, j'ai peur du regard de l'autre, donc qu'est-ce que je fais? Je me renferme, j'ai pas envie de communiquer, j'ai pas envie par exemple cette fille que j'ai appréciée tant, j'ai même plus envie de lui parler parce que je me sens complexée, et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, vraiment décuplé par le milieu dans lequel on vit maintenant, par tous ces réseaux sociaux. Ça n'aide pas du tout au processus. C'est-à-dire qu'au lieu de nous aider à nous exprimer, paradoxalement, parce que le but, en fait, c'est de... Enfin, je ne sais pas si c'est le but, mais ça devrait nous aider à nous exprimer, apparemment, mais en fait, ça nous renferme énormément. On a peur de se sentir jugé, donc on va aussi mettre parfois les meilleures images de nous pour se protéger et pour toujours montrer une belle image pour, comment vous dire, oui, pour se préserver, pour dire aux autres, même si en fait au fond ça ne va pas du tout, pour dire aux autres, oui, chez moi tout va bien, chez moi tout va bien, chez moi tout va bien. Vous voyez, c'est un peu vicieux en fait, et c'est même dangereux pour notre épanouissement, évidemment. Maintenant, ce que je voudrais vous donner comme image, d'accord? Enfin, non, je vais vous parler des solutions ensuite et je vous donnerai l'image ensuite. Alors, maintenant, voilà, là, c'est pour vous donner je vous ai posé le problème, d'accord? Je vous ai posé la situation, le contexte. Maintenant, on va voir comment on en sort. D'accord? Comment on en sort et les solutions. Il est vrai que c'est une tendance naturelle en tant qu'être humain de juger. On juge. On est des juges. Il y a en nous un juge. Maintenant, pourquoi? Parce que ça nous rassure. Ça nous permet de catégoriser, de mettre des étiquettes sur ce qui nous entoure pour nous représenter le monde et donner un sens aux expériences vécues. En fait, on a tous, si vous voulez, sur nos yeux, imaginez des lunettes avec des formes différentes selon nos expériences vécues. Il y en a un, ça va être des grilles, l'autre, ça va être des petits cœurs. Chacun avec son expérience qu'on va voir le monde. Et c'est à travers ces lunettes-là qu'on va juger les uns et les autres. Et on va projeter en réalité ce que nous, on pense et nos mondes de valeurs sur les autres sans arrêt. En fait, on perçoit chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes. Autrement dit, ce qui attire notre attention chez les autres,
correspond à ce qui fait écho en nous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Maintenant, lorsque vous portez un jugement, vous mettez inconsciemment le doigt sur une chose qui vous dérange chez vous et que vous cherchez le plus souvent à nier. C'est-à-dire que c'est un comble aussi. Quand on va, par exemple, je vais prendre un exemple très basique, d'accord ? Vous voyez votre voisine, sa maison, elle est toujours nickel. Évidemment, à chaque fois que vous tapez à la porte, c'est propre. Les enfants sont calmes, douchés, ils sentent bon. Et chez vous, vous savez tout ce qui se passe chez vous, donc vous savez quand c'est sale. Évidemment, en plus, on est assez intolérant avec nous-mêmes. Donc, on va se dire, regarde, chez elle, c'est toujours propre, chez moi, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que ça fait en fait ? On est en train de mettre le doigt sur ce qu'on pense qui nous manque. Nous, on ne se trouve pas organisé, nous, on trouve qu'on gère mal notre quotidien, nous, on trouve qu'on gère mal notre maison. Et quand on va regarder la voisine qui assure, ça va nous faire mal. Et bien souvent, on n'a pas toujours cette honnêteté de se dire, écoute, ce n'est pas la faute de la voisine, hein. Enfin, la voisine n'a rien à voir là-dedans, mais en tout cas, je vais m'inspirer d'elle. Franchement, c'est génial, elle doit avoir des méthodes, je vais aller lui parler pour en apprendre. Mais on va plutôt se dire, non, mais elle, de toute façon, elle a dit beaucoup plus cool. Moi, s'il te plaît, je travaille 10 heures dehors. Je reviens, je dois m'occuper de 5 enfants. En plus, j'ai un mari qui m'aide pas. Elle a un mari qui l'aide, elle a ça, elle a ça. Et là, ça va provoquer quoi ? Évidemment, la comparaison, la jalousie, un mal-être chez soi. On va se casser notre estime de nous aussi. Enfin, on est en train de se le protéger en se disant qu'elle a des circonstances qui l'aident et nous, non. C'est une façon aussi de se protéger. Mais finalement, ça ne fait pas du bien. Ça ne crée pas le lien avec elle. Et ça met en miroir ce que l'on n'aime pas chez nous et surtout ce que l'on n'accepte pas chez nous. Et là, en fait, c'est important justement, si on a conscience du fait que on a de la valeur, et oui, on n'est pas au top, on accepte nos imperfections, on accepte notre vulnérabilité, on accepte le fait qu'il y a des domaines où on assure et puis des domaines où on n'assure pas. Et c'est pas grave, on en assure moins, c'est pas grave. Et qu'il y en a d'autres dans certains domaines, ils assurent, oui. Et alors ? Et après ? En quoi c'est grave ? Est-ce que ça veut vraiment dire que je suis nulle parce que moi, ma maison est pas aussi bien tenue qu'elle ? Ou que j'ai un moins bon métier qu'elle ? Ou que, bref, la liste est infiniment longue quand on parle de comparaison. Mais l'idée, c'est de ne pas nier et de se regarder. Au lieu d'aller regarder l'autre, quand ça vous fait mal, au lieu d'aller regarder l'autre, regardez-vous. Dites-vous, oui, je ne suis pas fière de moi sur ce sujet-là. J'aurais voulu être plus sportive, être mieux rangée, être OK. Et elle y arrive. Tant mieux, je vais aller m'inspirer. Si on ne se sent pas attaqué par l'autre, automatiquement, on aura plus de facilité à communiquer vraiment avec l'autre, à créer un véritable échange, donc on s'en portera beaucoup mieux. Et on ne verra pas le jugement parce que nous, on aura arrêté de se juger. C'est ça le secret en fait. En fait, l'effet miroir, c'est une porte ouverte vers la connaissance de soi. Et ça, c'est un grand secret que je vous ai dit vraiment. C'est-à-dire que quand vous voyez, encore une fois, retenez bien cette information, quand vous voyez quelque chose qui vous dérange chez l'autre, quand vous comparez, on a tous cette tendance à comparer et cette tendance à juger. D'accord ? Comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que ça nous rassure et qu'on a besoin de repères en fait. Mais, comme le dit la Torah, ce qui est important, ok, puisque tu juges, alors juge bien. Puisque tu ne peux pas aller contre ça, alors juge bien. Et à partir du moment où tu juges les casse-routes, c'est-à-dire que tu juges positivement la personne, forcément, tu vas bien sûr moins lui en vouloir, avoir moins de rancune, moins de colère en toi, et donc moins te rabaisser toi-même. Maintenant, pour la juger elle positivement, un élément de base primordial, c'est d'abord d'apprendre à toi-même bien te juger. D'abord apprendre à toi-même à être ton propre meilleur ami. Tant que tu n'as pas développé ça, tu ne pourras pas le faire avec les autres. Donc, en prenant conscience que vous avez tendance à projeter votre système de valeurs et de croyances sur les autres, vous vous apercevrez que la plupart du temps, les intentions et opinions que vous leur prêtez vous appartiennent. Comme par exemple, j'ai eu cette semaine une patiente qui m'a dit, qui me racontait une expérience de vie toute simple. Elle me disait, vous savez, l'autre fois, je suis sur un groupe de copines de longue date. Et sur le groupe, je ne parle pas beaucoup. Et ça n'arrête pas de parler de politique, de vêtements, de ci, de ça, enfin bref, de plein de choses. Et moi, je n'ose pas parler. Et pourquoi je n'ose pas parler ? Elle me dit, je me suis aperçue au fil des séances aussi que, en fait, j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on me dise, ah, elle est bête, franchement, son avis ne vaut rien, c'est pas assez intelligent, tout ça. Et du coup, elle me dit, et puis l'autre fois, il y avait un sujet vraiment qui m'interpellait et je n'étais vraiment pas d'accord avec tout le monde. Donc là, c'était plus fort que moi, ça me prenait au trip, j'ai répondu.
Et finalement, il y en a plein qui m'ont dit oui, je suis entièrement d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. Et franchement, les commentaires, ils ne volaient pas super haut. Et là, elle me dit, mais en fait, je ne suis pas plus bête qu'une autre. Moi, je lui dis, bah, je suis contente que vous êtes arrivé à cette conclusion par vous-même, c'est merveilleux. Mais en fait, non. Parfois, on se dit, mais c'est quoi en fait? C'est quoi le jugement? C'est une jeune fille qui est très perfectionniste et qui met la barre très haute vis-à-vis d'elle-même. Et du coup, elle se dit, je ne peux pas parler parce que les autres aussi, ils vont mal me juger comme moi, je me juge mal. Et à partir du moment où elle s'est lancée et qu'elle a vu que finalement, on l'a appréciée et que même on l'a encouragée, ça l'a rassurée. Donc, elle a pu encore, on va dire, ça a fait un tremplin pour elle, elle a continué à parler. Ça l'a mis à l'aise, d'accord? Mais je veux dire, elle s'est rendue compte que, mais attends, mais peut-être ta barre elle est un peu trop haute aussi. Non, les gens ne sont pas plus intelligents que toi. Et même s'ils sont plus intelligents. Et après, bon, ça c'est encore un autre degré de se dire, et même s'ils ne pensent pas forcément du bien, je l'accepte. D'accord? Ça c'est encore un autre niveau. Mais déjà, dans un premier temps, de switcher, c'est-à-dire remettre à jour nos façons de voir vis-à-vis de nous-mêmes, de descendre la barre et de se dire, bon, il n'y a pas que des gens super intelligents sur la Terre, et mon avis, il compte aussi, même si ce n'est pas le plus futé, intelligent, comment on va dire, subtil. C'est pas grave, personne n'a dit que je devais être sortie de la cuisse de Jupiter. Bien sûr qu'on va faire des efforts pour s'améliorer, mais bon, on doit s'accepter avant tout. Sinon, on ne pourra jamais s'améliorer, en fait. Et surtout, on restera ça restera à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait un diamant à l'intérieur et en fait, on ne le laisse pas briller à l'extérieur parce qu'on est convaincu que, en fait, il n'y a pas de diamant ou que le diamant, il est complètement terni. Mais c'est faux, ça. Déjà, il faudrait aussi être convaincu de cette axiome de base qui il y a ici écrit, bien sûr, dans la Torah. On dit déjà dans les brachot du matin que à partir du moment où je suis sur Terre tous les jours, c'est qu'Hachem y croit en moi. Donc, si Hachem y croit à mes capacités en moi et m'a donné la vie chaque jour, c'est que moi-même, je peux y croire. Qui je suis moi pour douter? D'accord? Donc, déjà, si je pars de ce principe-là, ça va m'aider à me juger positivement, à me dire, Hachem y croit en moi, il m'aime. Donc, je n'ai plus qu'à suivre, par humilité même, sans me remettre en question sans arrêt tout le temps. Bien sûr qu'il faut se remettre en question, mais pas sans arrêt et pas surtout au point que ça devienne un handicap. D'accord? En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'idée qu'on se fait de ce que pensent les autres est en fait très souvent la projection de nos pensées inconscientes. Je recommence parce que c'est une phrase très importante. L'idée que l'on se fait de ce que pensent les autres est en fait très souvent la projection de nos propres pensées inconscientes. Donc, à moi de changer. Donc, le vrai problème est le plus souvent le regard que l'on se porte nous-mêmes à soi-même. Il est évident que l'on n'a aucun pouvoir sur ce que pensent les autres. Il est impossible d'anticiper ce que pensent les autres. D'accord? L'anticipation des scénarios hypothétiques à venir est une des spécialités des anxieux. Oui, il va penser ça. Et si je fais ça, et si je dis ça, il va me dire ça. D'accord? Mais on n'a aucun pouvoir là-dessus. Le seul endroit, finalement, où on a un pouvoir, c'est sur nous-mêmes. Il n'y a que sur nous-mêmes qu'on a un pouvoir, sur nos pensées. On ne peut pas maîtriser les températures, le climat, voilà, on ne peut pas maîtriser ça, on ne peut pas maîtriser la pensée des autres, on ne peut pas maîtriser l'économie, mais ce qu'on peut maîtriser, c'est notre tête, c'est notre esprit, c'est notre apprendre à maîtriser aussi nos émotions, d'accord? Et c'est notre responsabilité finalement. C'est ça qu'on nous demande de faire et c'est ça notre ishtadout. Maintenant, la première étape, d'accord, c'est de prendre conscience du regard que l'on porte sur soi. Si vous trouvez le regard des autres impitoyable, ça peut être un bon test pour savoir ce que vous pensez de vous. Avez-vous conscience du regard que vous portez à vous-même? Lorsque vous faites une gaffe, que vous essuyez un échec, ou simplement quand vous vous regardez dans le miroir, que vous dites-vous à vous-même? Faites le test. Vous verrez que bien souvent, vous n'êtes pas tendre. Oseriez-vous parler ainsi à votre pire ennemi? Et je dirais même à votre meilleur ennemi. Moi, c'est toujours le conseil que je donne en thérapie. Quand vous vous parlez, dites-vous, je suis ma meilleure amie. Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie? Quand, par exemple, j'ai pas rangé ma maison le soir ou j'ai pas fait le repas au top aux enfants, qu'est-ce que je lui dirais à ma meilleure amie? Je lui trouverais plein de circonstances atténuantes. Je lui dirais, mais attends, ma chérie, tu t'es levée hyper tôt, t'as pas dormi de la nuit, t'as allaité, t'es partie courir faire les courses, t'es partie là, tu t'es occupée d'un tel, tu as fait ça. Sois cool, c'est normal que le repas ne peut pas être au top, détends-toi. Vous allez la rassurer de façon générale. Faites-le pour vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, vraiment. C'est là que vous allez baisser votre niveau de tension intérieure et c'est là que vous allez pouvoir regarder aussi les autres avec un regard beaucoup plus doux aussi.
et vous sentir beaucoup moins, par conséquence, beaucoup moins agressé par le regard des autres. En fait, vous vous rendez compte que la plupart du temps, et a fortiori si vous manquez de confiance en vous, la personne la plus intransigeante envers vous-même, c'est vous. Donc, pour gagner en confiance, il est essentiel d'être indulgent envers soi-même. Lorsque vous vous en voulez pour telle ou telle raison, imaginez que vous diriez ce que vous disiez à votre meilleure amie ou à votre enfant. Une bonne idée aussi, ça peut être à votre enfant, parce qu'à votre enfant, évidemment, en général, on est maternelle, on essaie de le rassurer. Donc, vous le faites, vous vous imaginez si c'était votre enfant qui avait fait ça, ce que vous lui auriez dit, et vous allez voir que ça va changer votre approche vis-à-vis de vous-même, et c'est très efficace. Être bienveillant envers soi, se parler positivement, contribue à améliorer l'estime de soi. Et lorsque l'estime de soi est renforcée, la vie des autres perd de son importance et on peut agir l'esprit libre. Et là encore, ça n'a pas de prix. Deuxième élément pour se libérer du regard des autres, c'est se connaître soi-même. Ça, c'est une clé principale. C'est avoir pleinement conscience de qui l'on est, de nos forces, de nos faiblesses, de nos valeurs, de nos limites, de nos talents. Et c'est un excellent moyen pour se protéger des critiques et du jugement d'autrui. Finalement, oui. Il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez répéter l'idée. Pardon. La dernière idée là, que vous venez de dire. La dernière idée, avant de se connaître soi-même alors. Non? Ou faire le point sur vos envies et vos valeurs? C'est pas. C'est ça? Bah, il faut faire oui. C'est écrit, je n'arrive pas à dire en même temps sur le point. Je ne sais pas à quelle heure elle. Je crois que là, c'était quelques. Ah, tu as compris le dernier point. Non, il y a quelqu'un aussi. Désolé, vous pouvez répéter l'idée, s'il vous plaît, comme on l'a dit. Ouais. L'idée que l'on se fait de ce que les autres pensent de nous est en fait la projection de nos propres pensées. Voilà, merci Ruthi. La phrase. Ah, la dernière phrase que j'ai répétée 2 fois, peut-être, c'est celle-là. Alors, la dernière phrase, il faut que je la retrouve moi-même, pour qu'elle soit bien dite. Ah non, mais c'était bien avant ça. Hein. Je ne sais pas si c'était... que je l'ai répété sous plusieurs formes. Voilà. L'idée que l'on se fait de ce que pensent les autres est en fait très souvent la projection de nos pensées inconscientes. Est-ce que c'est ça l'idée que vous recherchiez? Je ne vois pas. Oui, d'accord, super. Donc, oh non, ce que j'ai fait une seconde. Voilà. Non, attendez, je me trompe là. Une seconde, excusez-moi. J'arrive plus à mettre un petit. Voilà. Maintenant, on disait faire le point sur vos envies et vos valeurs, se connaître soi-même. D'accord? Ça, c'est aussi un élément qui va vous aider. Parce que quand on ne prend pas le temps de se définir soi-même, ce sont les autres qui le font pour nous. Et ça, c'est dangereux. Évidemment, on est à une époque où, dans une société où les gens se jugent très rapidement et parfois même sans se connaître, en voyant juste une image, en voyant juste une photo, en voyant juste un statut. Et en apprenant à se connaître soi-même, on se protège du jugement des autres, car ce n'est plus le regard extérieur qui nous définit, mais c'est nous-mêmes. On sait si on agit de telle ou telle façon, c'est parce qu'on avait telle ou telle raison. On a telle ou telle blessure, donc effectivement, on préfère, par exemple, je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais passer les fêtes qu'en famille, en comité restreint, par exemple. Et les gens vont dire, ah, mais comment, mais t'invites pas, mais ça se fait pas, mais pourquoi, mais non. Et si on est déjà nous-mêmes, on se connaît pas bien, on va dire, ah ouais, peut-être que je suis quelqu'un de pas sociable, peut-être que, en fait, je suis pas une bonne personne, peut-être que je fais du mal, peut-être que ci, peut-être que ça. Et alors qu'en fait, si on se connaît, on se dit, non, mais là, par exemple, j'ai besoin de repos, je fais le point sur mes besoins. Là, j'ai besoin de retrouver ma famille parce qu'on se croise en ce moment, on n'a pas eu le temps de vraiment se voir, on n'a pas eu des moments de qualité. Donc, je sens que j'ai besoin de donner à mes enfants en particulier pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Ça change tout. Du coup, le regard extérieur, il ne m'atteint pas. Il ne m'atteint pas, il ne me touche pas, il ne me perturbe pas trop, je sais le remettre en place, je sais recadrer les choses. Je ne dis pas que le regard extérieur ne compte plus. Je le prends, mais je sais faire le tri. Je sais laisser à l'extérieur ce qui n'est pas bon pour moi. En fait, la vie de l'autre doit rester à l'extérieur. Je vais vous prendre une image. C'est comme si vous êtes dans votre maison, d'accord? Et vous êtes à l'aise, quand vous êtes seul, ça va, vous vous arrangez tout ça, et puis il y a quelqu'un qui tape à la porte. Ce n'est pas vraiment le moment pour vous d'ouvrir, vous n'êtes pas hyper bien habillé, vous êtes en tenue de maison pour faire le ménage, vous avez les petits souliers de travers, les cheveux qui dépassent, c'est vraiment pas l'idéal.
la maison, elle saute en l'air, ok, et la personne, elle a un tilt. Et vous savez que ce n'est pas quelqu'un d'important, vous n'êtes pas forcément obligé d'ouvrir, mais vous ne vous sentez pas à l'aise. Alors, vous ouvrez. Et là, la personne, plusieurs choses peuvent se passer. Vous ouvrez, imaginez, vous ouvrez la porte. La personne veut rentrer, carrément, elle s'impose chez vous. La question est, allez-vous la laisser rentrer ou allez-vous la laisser à l'extérieur? Ça veut dire, allez-vous réussir à lui mettre la limite en lui disant, écoutez, là, ce n'est pas le moment. Genre, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui veut je sais pas, il a besoin de vérifier quelque chose dans la maison, d'accord? Mais ce n'est pas hyper nécessaire. Ou il veut vous vendre un produit. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, si vous avez peur du regard de l'autre, de la façon dont il va vous voir, de la façon dont il va vous juger, même si vous ne le connaissez pas, que c'est un étranger, hein, ça joue énormément aussi, hein, vous l'aurez remarqué, parfois même avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'est pas à l'aise. Donc, soit on le laisse rentrer contre notre volonté, et on n'est pas du tout à l'aise, et du coup, on le laisse rentrer, du coup, on perd du temps, et du coup, on va l'écouter parler de son produit pendant 2 heures, on n'a aucune envie, et parfois même, on va se sentir obligé d'acheter. On se dit, maintenant, maintenant qu'il est venu là, que je l'ai fait rentrer, ça ne se fait pas, je vais faire perdre son temps, alors que c'est lui qui vous a fait perdre le vôtre. Bref, et vous allez acheter son produit. Et soit vous allez lui dire, non mais attends, moi je suis en plein boom dans la maison, c'est pas du tout le moment, salut, et on ferme la porte. Ben, l'idée, c'est un petit peu pareil. Donc, je vous ai fait une image concrète, je vous ai donné une image concrète pour illustrer une idée beaucoup plus abstraite. Quand vous êtes avec, avec vous-même et qu'il y a des avis extérieurs que vous sentez, que vous ressentez chez les autres à travers leur regard, vous allez laisser à l'extérieur ou vous allez les laisser rentrer chez vous. Eh bien, ça va dépendre, oui, de votre connaissance de vous. Si vous savez où vous en êtes, et si vous êtes assez construit intérieurement pour lui dire non, stop là, j'ai pas le temps maintenant, je sais où j'en suis, je connais mon programme, et avec tout le respect que je vous dois, je vous invite pas à rentrer chez moi. On reste dehors, au revoir, on ferme la porte. D'accord? Ça peut sembler un peu trop ferme, mais c'est nécessaire. Si on veut avancer dans sa vie, on est obligé de mettre des limites à ce qui n'est pas le moment pour nous de se produire. D'accord? Et quand on n'est pas nous-mêmes connectés à nos vrais besoins et que surtout on a peur de décevoir et qu'on veut plaire à tout le monde, eh bien on est victime finalement de l'autre et on se laisse définir et notre temps et on se laisse aller finalement. Enfin, on donne notre temps, on donne notre énergie à ce qui n'est pas bon finalement pour nous et pour notre famille. D'accord? Donc ça nous permet de nous canaliser quand on sait qui on est, ce que l'on veut, où on en est dans sa journée, quand on est cadré. D'ailleurs, vous connaissez tout ce genre de journée où il y a plein de choses à faire. Donc là, on sait très bien mettre les limites. Parce que là, on se dit, ah non, j'ai pas le temps. Par exemple, vendredi, veille des fêtes. Là, on sait très bien que, je ne sais pas si les enfants veulent ramener leurs copains, copines, vous allez dire non en général. Ah ben non, là, c'est pas le moment, je suis en plein boom, s'il te plaît, t'es gentil, plutôt viens m'aider à la cuisine, mais surtout, tu ne me ramènes pas toute ta bande de copains, pas du tout. C'est pas le moment. Là, vous y arriverez. Par contre, si vous avez une journée un petit peu plus, on va dire, fluide, enfin, même pas fluide, il y a de l'espace, il y a du vide, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas savoir dire non, vous allez dire le pauvre, peut-être, pourquoi pas, non, alors qu'en fait, au fond, ça vous embête. Mais comme vous-même, vous ne savez pas où vous en êtes, là, vous laissez rentrer. C'est pareil, en fait, pour notre intériorité et l'extériorité. Ça veut dire les avis extérieurs rentrent tant qu'il y a de l'espace intérieur. Si vous êtes cadré avec vous-même et vous savez où vous en êtes, vous arriverez à mettre une limite aux gens extérieurs et aux avis extérieurs et aux jugements extérieurs. Si il y a du vide avec vous-même, eh ben, automatiquement, ça va rentrer en vous. D'accord? Donc, c'est un travail pour se connaître, pour accéder à la connaissance de soi, pour savoir où on en est. Et c'est un travail, je dirais, qui se fait même chaque jour. Et au fur et à mesure qu'il se fait, qu'il se construit, ce sera plus facile. Mais dans un premier temps, il est vrai que c'est un travail qui se construit et qui demande des efforts et d'investissement. Mais ça en vaut la peine parce que là, vous apprenez à canaliser votre énergie dans ce qui est réellement important pour vous. Et c'est plus qu'important parce que voilà, ça touche aussi à la capacité de savoir dire non, tout simplement. Il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à dire non. Ils sont toujours en train de dire oui et après, ils ont l'impression de se faire tout le temps avoir. Ils ont évidemment l'impression de ne pas se faire respecter, mais en fait, qui c'est qui ne les respecte pas? C'est eux-mêmes. La personne qui ne sait pas dire non, ce n'est pas les gens qui ne la respectent pas. Parce que les gens, si on leur dit non, en général, ils s'arrêtent, à part ceux qui sont un petit peu dans l'abus. Mais les autres, ils s'arrêtent. Et quand on dit un non ferme, je vous assure qu'on n'arrive pas à discuter. Hein. C'est-à-dire, la personne qui est vraiment très claire et très ferme, au non qu'elle dit, on sait qu'on ne peut pas, on peut pas se lancer. Quoi. On va arrêter là tout de suite. Le non, la façon, l'intonation, la façon de le dire est très déterminante. Maintenant, les gens qui ne savent pas dire non, ce sont des gens justement qui n'ont pas posé leurs propres limites avec eux-mêmes, qui n'ont pas su se respecter eux-mêmes. Donc forcément, les autres ne les respectent pas. Donc apprendre à dire non,
ça vient d'une espèce de construction intérieure où je sais me définir, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Je sais quels sont mes besoins et je sais quelles sont mes valeurs. Et je tiens à les respecter, mes valeurs et mes besoins. Donc, je suis capable de dire non. Voilà. Même quand ça ne se fait pas. Comment tu ne vas pas aider ta voisine qui vient d'accoucher parce que tu as un bon marché à te prendre? Oh, tu es vraiment égoïste. Alors, pour un, ça va être égoïste. Et pour l'autre, ça va être, tu as raison, toi aussi, tu en as passé, tu as besoin de repos. Et si toi, tu craques, toute ta famille, elle craque. Donc là, c'est un moment où tu en as besoin. Mais là aussi, c'est de la connaissance de soi parce que pour une certaine personne, c'est de se dire non, mais là, c'est un luxe, c'est bon. Enfin, je sais que voilà, je m'en suis fait hier, mon bain chaud, avec mes bougies, tout ça, j'ai bien profité. Donc maintenant, c'est mon moment où je décide d'aller aider ma voisine. Et puis là, non, je le fais. Et puis dans un autre cas, non, là, vraiment, je suis épuisée. J'ai passé des semaines hyper éprouvantes. Si je ne le fais pas, je vais craquer. Donc, je me l'autorise, même si c'est sur le compte de ma voisine. Je ne peux pas être là pour tout le monde. Je dois d'abord être là pour moi, par exemple. Donc ça, c'est là encore la connaissance de soi et de ses besoins et tout en le respectant. D'accord? Et là, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de mal-être. Et finalement, avec ce genre de personnes, on se sent rassuré. On sent que quand elle fait les choses, c'est avec le cœur. Et la personne qui fait les choses malgré elle, on sent aussi que c'est fait avec mauvais cœur. Finalement, elle va nous faire payer d'une autre façon. Ah ouais, je t'ai aidé là l'autre fois, mais non, moi quand j'ai besoin, tu n'es pas là. Ça fait, c'est-à-dire, on a envie de lui dire, mais alors ne viens pas m'aider, il ne fallait pas m'aider, moi je t'ai demandé, mais libre à toi de dire oui ou non. Je ne t'ai pas exigé, je t'ai demandé. Et si tu m'as dit oui, je pensais que ce n'était pas embêtant pour toi. Donc en fait, tu me mets avec toi dans un système malsain, finalement. Tu m'embarques avec toi. Et c'est jamais agréable. D'accord? Donc, et ça gâche aussi, ça pollue la relation. Donc, c'est important de soi-même se définir et se connaître. Ça rendra service à nous et à notre entourage. Ensuite, agir en étant imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on est au troisième élément. Accepter qu'il est impossible, mais vraiment impossible, de plaire à tout le monde. Parce que vouloir plaire aux autres et éviter la critique à tout prix nous pousse souvent à nous conformer, à mettre nos individualités ou nos convictions de côté et à moins oser par peur d'être rejetés ou jugés. Ça nous empêche aussi souvent d'être créatives, de lancer des projets ou tout simplement de nous exprimer, nous privant ainsi d'ambition ou d'échanges qui apporteraient de la valeur à notre existence. Nous sommes tous uniques, avec des valeurs et des philosophies de vie différentes. Et personne, je vous dis bien, personne ne peut plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. D'ailleurs, s'il y a un cours, par exemple, que vous trouvez extraordinaire, mais genre le cours de l'année, le cours préféré que vous avez, d'accord? Un rave extraordinaire, vous l'adorez, il est drôle, il est intelligent, il est spirituel, il a tout. C'est un sadique, d'accord? Gamour. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y en aura toujours quelques-uns qui vont le critiquer. Pourtant, mais vous vous dites, on ne peut pas critiquer un petit pareil, c'est pas possible. C'est un sadique venu du haut de la base, c'est pas possible, on ne peut pas le critiquer. Mais oui, si vous creusez ou vous parlez, vous allez voir qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Qu'est-ce que ça prouve? Que même quelqu'un qui à vos yeux, il est parfait, il est critiquable pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut arrêter de se dire, je dois plaire à tout le monde. Ou inconsciemment, on ne se le dit même pas consciemment, le pire. C'est ça le plus vicieux dans l'histoire, c'est qu'on ne se le dit pas consciemment, mais on a envie de plaire à tout le monde parce qu'on a trop peur de la critique, on a trop peur de l'agression de l'autre, et on a trop peur de s'écrouler soi-même si jamais on est critiqué. Et c'est ça qui est dangereux en vrai, et qui nous met à la merci des autres. Donc, déjà de savoir que non, on ne peut pas plaire à tout le monde, et de faire la balance. Est-ce que moi, ça me plaît ce que j'ai fait? Est-ce que moi, ça me plaît ce que je vais faire? Est-ce que moi, je suis en accord avec ça? Et là, vous vous lancez. C'est un peu comme l'image de... on est tous un peu comme ça quand on achète des habits, par exemple. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me va pas? Et on se tourne 10 fois devant le miroir et tout ça. Et si la meilleure amie, elle nous dit, une amie même, peut-être pas forcément la meilleure amie, mais elle nous dit, ah non, j'aime pas, c'est pas très beau, machin. Et que nous, on adore. Genre vraiment, on adore cette couleur. Bon, on voit bien que, je sais pas, moi, c'est pas hyper amatissant et tout, mais la couleur, elle nous plaît. Et bien, très souvent, on ne va pas l'acheter parce que la personne qui est avec nous ce jour-là, elle va nous dire non. Et après, on rentre chez nous, on n'est pas trop content, on se dit, ah, c'est dommage, elle me plaisait quand même et tout ça. Donc ça, vous voyez, je ne me suis pas écoutée. J'ai voulu inconsciemment me conformer à l'autre. Qui dit que l'autre, il a plus raison que moi? Si ça me plaît, je dois y aller. Et c'est ça l'intégrité vis-à-vis de soi-même. C'est ça la fidélité vis-à-vis de soi-même. Et c'est ça le respect de soi et l'amour de soi. Et c'est ce qui alimente l'estime de soi aussi. Donc, finalement, comment vous dire, apprendre à s'écouter, à se respecter, c'est une valeur suprême et c'est ce qui va nous aider à nous sentir bien dans notre vie, dans notre peau, dans tout ce qui nous entoure. Mais à chaque fois qu'on se manque d'intégrité vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on ne s'écoute pas,
ben, on est infidèle à nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas être bien avec soi-même, forcément. Imaginez que vous fassiez ça avec votre ami, ben, ça va détériorer la relation. Ben, c'est pareil avec nous-mêmes. Encore une fois, on doit apprendre à être le meilleur ami de soi pour arriver à avancer dans nos vies de la meilleure façon. Et souvent, le souci, c'est que pour me sentir exister et sentir ma légitimité, je vais m'obliger à faire exactement tout ce qu'il faut pour me sentir aimée et acceptée par mon entourage. Et malheureusement, il arrive bien trop souvent que l'on se perde soi-même. Et dans ce cas, la satisfaction des besoins des autres passe avant nous, avant nos propres satisfactions, et on ne s'occupe plus de nos besoins. Et là, on se sent en grande souffrance, car incompris, pas entendu, pas reconnu dans son être, et forcément, car nous n'avons pas été fidèles à nous-mêmes. Et nous sommes les mieux placés pour nous respecter. D'accord ? Savoir s'affirmer auprès des autres, écouter nos besoins, savoir dire non, sont des éléments que l'on arrive à mettre en place lorsque nous sommes beaucoup moins victimes du regard de l'autre. D'accord ? Donc, comment on en sort finalement ? Enfin, comment on met ça en action ? Justement, passer à l'action est essentiel pour intégrer de nouveaux comportements et augmenter la confiance en soi. Bien sûr, je ne vous dis pas de changer radicalement de vie du jour au lendemain et de devenir totalement excentrique et de faire exactement tout ce que vous voulez. Je vous l'ai dit au début. Non, le but, ce n'est pas de se faire violence, mais d'introduire des petits changements au quotidien, de un peu plus s'écouter, de s'accorder un peu plus de crédit et de se rappeler que pourquoi j'accorderais plus de crédit à quelqu'un qui ne me connaît pas aussi bien que je me connais. Je suis la seule personne qui a vécu avec moi toute ma vie. Je vous le rappelle. Bien sûr, ma mère, elle me connaît. Bien sûr, mon père aussi. Bien sûr, mes frères et sœurs. Mais la personne qui a été le plus proche de moi, c'est qui ? C'est moi-même. Et oui, c'est moi-même. Il faut s'en rappeler. Et on cherche parfois des gens qui me connaissent bien pour m'éclairer ou pour me dire quoi faire. Mais ils ne savent pas autant que vous ce qui est bon pour vous. Et c'est ça le drame. Et le pire, c'est que très souvent, les conseilleurs, comme on dit, ne sont pas les meilleurs. C'est-à-dire que parfois, on va donner des conseils à quelqu'un, mais c'est valable pour soi et pas forcément pour l'autre. C'est valable pour le caractère de celui-ci, mais c'est pas. C'est-à-dire, il va parler de ses limites. Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir une société, il demande l'avis à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai envie d'ouvrir, j'ai une super idée, j'ai eu un projet, j'ai ça. Je pense que vraiment, ça va cartonner. Et là, la personne elle-même, ben, elle s'est plantée. Il y a quelques années, elle s'est vachement bien plantée, grandement plantée. Et ben, quand elle va conseiller, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va parler selon son expérience, selon son filtre. Et du coup, elle va lui dire non, mais tu sais, ça peut être mauvais, je comprends que tu peux te lancer, mais quand même. Donc, imagine, on ne va pas se lancer. C'est dommage. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, non, mais imagine, il allait faire l'épreuve du feu. Imagine, il allait vraiment droit au mur. Oui, mais faut se tenir quand même, il faut être dans la retenue. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes potentialités. On n'a pas tous les mêmes capacités. Et si moi, j'ai raté, ça ne veut pas dire que lui va rater. Si moi, j'ai réussi, ça ne veut pas dire non plus qu'il va réussir. Chacun avec ce qu'il est. Mais s'il le ressent, s'il a une impulsion de vie, j'ai envie de dire, parce que ces moments-là où on a envie de créer des choses, on est créatif, on a des projets, j'ai envie de dire, il faut y croire. Parce que quand c'est une impulsion, on se donne les moyens. J'ai vu des gens qui, de base, n'étaient pas forcément... bon, c'est aussi à la suite d'une thérapie, mais même, ils n'étaient pas forcément hyper créatifs ou entreprenants. Mais à partir du moment où ils se sont reconnectés à leur vrai moi, ils ont eu des envies, des idées, ça fusionnait dans leur tête. Et le fait de se faire confiance les a poussés et ça les a aidés à réussir. Mais si ils écoutaient à chaque fois les gens qui avaient raté ou les gens qui s'écoutent trop, qui écoutent les limites, de même en fait, qui les concernent selon leur expérience, ils n'auraient jamais avancé. Donc parfois, il faut savoir aussi écouter son cœur, son objectif. Parce que tout ça, c'est des messages du ciel en réalité. On a tous un rôle à jouer, une mission à faire dans ce monde. Et si on ne s'entend pas, nous, on ne pourrait jamais la faire, on va passer à côté de nos vies. Et c'est ça, là encore, le drame. On se perd, d'accord ? Et le regard des autres pèse, encore une fois, beaucoup trop lourd. Alors, je voudrais vous donner une image. Imaginez, pour vraiment imaginer tout ce que je vous ai dit ce soir. Imaginez maintenant des rails, voilà, une rangée d'hommes, d'accord, qui sont en train de construire leur route. Ils sont tous en train de créer, on va dire, ils sont sur des rails, une ligne de chemin de fer. Maintenant, chacun a des matériaux différents. Chacun a une route différente, bien qu'ils se placent tous à côté les uns des autres. Mais chacun a un angle de vue différent sur son ami, c'est-à-dire sur ses semblables. On est tous comme ça, en rangée, d'accord, imaginez-vous. Et quand on regarde comme ça, il y en a un, il va avoir une vue de droite, l'autre de gauche, et chacun, il voit ce qu'il peut voir, il ne voit qu'une partie, d'accord.
Et là, imaginez qu'il s'observe. Donc là, on fait référence à la comparaison. Il s'observe, il dit, ah, il a avancé, lui. Ah, mais il a des meilleurs matériaux que moi, lui. Ah, mais il va plus vite que moi. Attends, il faut que j'y aille, moi aussi, il faut que j'y aille. Mais en fait, je n'ai pas du tout les mêmes matériaux. Lui, il a du fer, du métal, moi, j'ai du bois. L'autre, il a, je ne sais pas, une matière précieuse. Et en fait, au bout du tunnel, enfin, au bout de la rail, de la ligne, on va dire, chacun a une route différente. Il y en a un, il a des collines à traverser. L'autre, il a une rivière. L'autre, on peut s'imaginer tout un tas de parcours différents. Et cette rangée d'hommes-là, ils se regardent, ils n'arrêtent pas de s'observer. Et imaginez l'homme, il est toujours en train d'observer l'autre et du coup, il n'avance pas dans sa route à lui. Il n'est pas en train de se construire et il est en train de regarder l'autre et se dit ah bah tiens, je vais faire comme lui, je vais faire comme lui. Mais en fait, ce n'est pas du tout adapté. Puisque l'autre, imaginons, il a une route plate, sans colline, sans rivière, rien du tout. Donc, il a juste à tracer comme ça, hop, c'est lisse. Et puis lui, par contre, il a rivière, montagne, il a tout ce qu'il veut. Lui, il en a plein. Ben, ça ne va pas être matière, ça va convenir. D'accord? Ça ne va pas être adapté du tout et ça ne va pas être approprié. Et du coup, lui, il va prendre les mêmes matériaux, il va dire ah, je vais faire comme mon voisin, je vais faire comme lui, je vais faire comme lui. Et il va se planter carrément. On est d'accord? Donc, l'idée, c'est de ne pas regarder les autres, sauf si on voit effectivement des éléments qui peuvent ressembler, qui peuvent nous aider à nous inspirer pour avancer, mais à rester sur notre ligne à nous et à se concentrer et à se focaliser sur notre ligne à nous. On gagnera en temps, en énergie, en apprentissage, en intelligence, en construction personnelle. Et c'est ça que j'aime me demander en réalité, c'est de se concentrer sur notre personne et ce qu'il nous a donné. Comment vous dire? On est tous différents et on a tous une mission différente sur Terre. Donc, on est incomparables. Oui, on est tous des êtres humains, on est tous constitués plus ou moins de la même façon. Mais intérieurement parlant, ce qui est invisible pour les yeux et qui est visible pour le cœur, tout ce qui ne se voit pas, on est tous différents. On a des passés différents, on a des vécus différents, on a une mentalité différente, même si ça se ressemble, on est différents. Du coup, on n'a pas les mêmes matériaux pour construire. Il y en a un, Hachem, il lui a donné, par exemple, la beauté. Alors, ça donne envie à tout le monde. La richesse, la beauté. Non, mais en fait, il en a besoin pour sa mission qu'il doit accomplir. Et son tafkid à lui, son rôle, il est de trouver déjà sa mission et d'avancer avec ça. Et tout ça, c'est des outils, c'est des moyens pour arriver, en fait, à exprimer son être intérieur, à concrétiser son être. Et celui qui est moins aisé, moins beau, machin, c'est qu'il n'avait pas besoin de ça pour avancer dans sa vie. Et que c'est les meilleurs éléments, c'est du sur-mesure pour avancer. Et si on voyait les choses comme ça, eh bien, on avancerait tous beaucoup mieux, beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Alors, c'est ce que je nous souhaite à toutes, qu'on arrive à se concentrer sur notre route, qu'on garde toujours le fil conducteur et qu'on soit toujours relié, bien sûr, à la connexion avec Hachem, à la lumière que Hachem nous envoie. Et plus on est fidèle à soi-même, plus on est fidèle à Hachem. Parce qu'en nous, il y a Hachem. D'accord? Elle nous a donné cette étincelle divine. Plus on est connecté à soi, à nos émotions, à nos besoins, plus on est connecté à lui. C'est automatique. Et plus on avance sur notre chemin. Voilà, j'espère que ça vous a apporté. Comment faire lorsqu'on a une personne proche qui juge tout ce que l'on fait avec nos enfants? Eh bien, on se renforce. Ah ben là, vous avez des éléments, j'espère, avec le cours là. Alors, attendez, Cathy, je vous réponds juste après. Alors, comment faire? Oui, c'est très dur à vivre. Hein. Je ne dis pas que c'est facile parce que justement, on se sent attaqué, agressé. Mais l'idée, c'est d'augmenter votre estime de vous, de travailler sur votre estime de vous et de reprendre confiance en vous et de vous faire confiance vraiment. C'est-à-dire que cette personne, pourquoi elle aurait plus de crédit que vous? En quoi vous lui donnez raison, en quoi vous lui donnez tort? Revoyez vous-même vos valeurs, vos besoins, ce que vous trouvez juste pour vos enfants. Et là, ce sera beaucoup plus facile de gérer cette relation. Ah, elle est dans la psychologie, dans son travail, en plus. Oui, donc ça, c'est compliqué parce qu'on se dit « alors, je fais n'importe quoi ». Alors, essayez de l'écouter, mais sans vous remettre tout le temps en question. Voyez ce que vous pouvez prendre de vous. Mais ce qui est important aussi, c'est une maman sûre d'elle, ça apporte énormément aux enfants. Il ne faut pas que ça vous perturbe trop profondément, d'accord? Et même la personne, comme je vous disais, qui donne des conseils, on ne fait pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, ça ne se fait pas de donner comme ça des conseils, d'arriver, de débouler. Ah oui, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et moi, je fais comme ça. Non, c'est déjà indélicat. C'est déjà une intrusion, en fait. C'est un peu l'image que je vous ai donnée de la porte qui s'ouvre et la personne, elle s'infiltre chez vous. Non, vous la laissez à l'extérieur. Moi, je suis maman. Je veux bien prendre des conseils, mais d'abord au fur et à mesure, quand j'estime que c'est nécessaire, quand j'en ai besoin, quand je sens que ça se passe bien, quand je sens qu'il y a une faille, je suis d'accord, moi, d'aller en chercher. Mais si je t'ai demandé, en gros, tu n'as pas trop à m'en donner. Je ne suis pas prête à les prendre, en tout cas. D'accord? D'ailleurs, on retient beaucoup mieux quand on est dans le besoin. C'est-à-dire quand vraiment, nous, on va chercher des solutions. Mais quand on nous les donne comme ça nous agresse et on ne veut rien du tout. Et ça, la personne qui, dans votre entourage qui est dans la psychologie, elle devrait le savoir.
Est-ce que du coup, ça vaut le coup de demander des conseils, notamment pour un nouveau job par exemple, si on décroche un job et que plusieurs personnes nous disent que l'entreprise est toxique. Ah, alors ça dépend. Si les personnes travaillent dans cette société, ça prend en compte, évidemment. Il ne faut pas non plus agir sans réfléchir. Ça veut dire qu'il faut prendre les éléments, il faut en prendre le maximum d'informations et vous faire votre propre opinion. Ah, et ben, c'est une personne qui peut être dangereuse, donc c'est bien d'en s'en rendre compte déjà. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Attendez, il y avait une question aussi plus haut que j'ai loupée. Si vous savez que c'est une personne qui a une force de manipulation et tout ça, vous savez que vous devez mettre la limite en fait. C'est vrai que c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est peut-être votre épreuve pour grandir. Donc surtout, vous mettez une limite, vous redéfinissez votre position, ce que vous voulez pour vos enfants, vos valeurs, et vous mettez, c'est forcément négatif quand ça ne vient pas de vous, en fait. C'est pas que vous avez demandé, c'est arrivé sur vous, donc vous ne pourrez pas être à l'écoute. Alors, est-ce qu'un manque de confiance vient forcément des parents? Une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à rejeter tout sur les parents, mais non, pas du tout. Parce qu'il peut y avoir des familles, ça j'en ai vu beaucoup en consultation, des familles très équilibrées, des parents très aimants, et malheureusement, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a l'école, il y a les amis, il y a l'entourage, il y a l'enfant lui-même, comment il prend les choses, est-ce que c'est pas un hypersensible, est-ce qu'il n'interprète pas d'une certaine façon. Donc, il y a aussi le caractère inné de l'enfant. Donc, non, il n'y a pas du tout que les parents. Les parents, c'est un des facteurs, d'accord? Mais l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle il a grandi, bien sûr, va jouer, évidemment. Mais ce n'est pas le seul facteur. Merci de nouveaux messages. Et pourquoi je les vois pas? Je ne sais pas. Non, bah, c'est bon alors. Ah, non, je sais pas. De nouveaux messages. Ah. Tu as eu les questions tu as commencé par la fin, c'est ça, pas par le début? Ah non, oui, commencé par la fin peut-être. Parce que j'arrive pas à monter très haut. Peut-on avoir plusieurs origines à la fin? Et j'ai vu que vous avez répondu aussi. Alors, je me suis dit que le regard des autres nous amène souvent à nous justifier. Comment ne plus avoir envie de le faire? Ben oui, c'est un travail. En fait, la justification vient d'un manque d'estime de soi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la position un petit peu infantilisante. On redevient l'enfant qui explique, qui dit non mais pardon, j'ai fait ça parce que non. Non, là on doit apprendre à s'affirmer. Ça touche complètement l'affirmation de soi. En fait, je suis en train de penser à une chose là, c'est parce que j'ai fait un atelier d'estime de soi. Peut-être, celles qui sont intéressées, vous pouvez m'envoyer vos mails et je vous enverrai un petit guide si vous voulez. Maintenant, qui concerne l'estime de soi ou l'épanouissement, tout ça. Parce que je parle de la justification. Quand je suis dans la justification, je ne suis pas dans l'affirmation. Non, je suis en train, encore une fois, de me mettre dans la position de l'enfant. Et un peu de la victimisation. Et ça n'inspire pas le respect. Et aussi, moi-même, je suis en train de me manquer de respect. Je dois savoir, là encore, mettre une limite. La personne n'est pas d'accord, la personne m'accuse, la personne, très bien. Moi, je sais où je me situe. Si j'ai réagi ou agi de telle façon à ce moment-là, même si c'était pas bien, j'assume. Oui, bah là, j'ai mal fait. Bah ok, bah ça peut arriver. Et alors, c'est pas pour ça que je vais me laisser écrouler ou je suis la plus mauvaise des personnes. Là, j'ai mal fait. J'assume. C'est pas grave. Et là, on sort en fait de la justification. Regarde les autres, ça y est. Quand on n'a pas cette construction intérieure qui nous donne des limites, comment fait-on? Alors, on doit chercher à se construire. Maintenant au Hachem, il y a énormément de cours, il y a énormément de livres à lire qui peuvent vous aider à construire votre intériorité. Même si ça prend du temps, c'est un cadeau inestimable. Vraiment. Vraiment. Celles qui veulent, envoyez-moi vos mails. Je ne sais même pas comment on fait pour envoyer. Envoyez-moi par WhatsApp. Je vous enverrai des éléments. Parce que je n'ai pas tout en tête. Il y a des livres, il y a tout un programme. Pour avancer dans la vie, même sur les livres de dépendance affective. Là, je n'ai pas de tête. Quelqu'un qui me demande des livres sur la dépendance affective, mais il y en a évidemment. J'ai donné un cours aussi là-dessus. Vous pouvez le retrouver sur le blog. Mais c'est notre rôle de nous construire. Exactement comme on fait des études pour devenir, je ne sais pas, pour avoir un métier, on doit faire la même chose pour se connaître soi-même. Ce n'est pas si évident et c'est vrai qu'on ne nous a pas forcément appris. Si le manque de confiance en moi, de confiance fait partie intrinsèquement de la personnalité, on peut quand même remettre le curseur au milieu. Mais bien sûr, tout à fait, bien sûr. Comment faire si un enfant de 20 ans n'a pas du tout confiance en lui et est totalement inhibé et replié? Il faut lui donner beaucoup d'amour inconditionnel, lui montrer que vous êtes dans l'acceptation, que vous ne le jugez pas. Vous n'êtes pas contre lui, vous êtes pour lui, avec lui. En fait, l'aider à reprendre confiance.
D'accord? Aider à reprendre conscience. En fait, je vous ai dit de mettre ici le mail, mais je ne saurais même pas le reprendre. Je ne suis pas très technique. Je vais voir si je peux faire copier-coller. Voilà, donc pour celles qui ont vu le numéro, écrivez-moi en WhatsApp vos mails et je vous envoie peut-être attacher un guide. Maintenant, on va dire un programme d'action. Maintenant, voilà, la conclusion, c'est que oui, ça touche forcément se libérer des regards de l'autre, c'est forcément en rapport avec l'estime de soi et qu'on a un rôle à jouer vis-à-vis de notre estime de nous que personne ne peut construire à notre place. D'accord? Même ce garçon de 20 ans qui est replié et inhibé, vous devez lui donner de l'amour, mais l'aider à agir pour avancer. Et peut-être même qu'il entame une thérapie, le pousser à ça dans la gentillesse et la douceur, bien entendu, pour pas qu'il se sente agressé. Mais c'est primordial. Et vraiment, vraiment, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Vraiment. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi, il peut avoir un bon métier, il peut avoir un bon mari, une bonne femme, peu importe, et il ne va pas savoir l'apprécier. Parce que tant qu'on ne s'apprécie pas soi-même, et tant qu'on ne s'est pas défini soi-même, et tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut rien apprécier de ce qu'on a autour de nous. Donc, c'est très triste. Franchement, c'est triste. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, va nous permettre de remettre tout à jour autour de nous et à apprécier la valeur de ce que l'on a. Donc, avoir conscience aussi de sa valeur.